Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver une fois de plus sur Vox Africa pour le troisième et dernier débat de cette série consacrée à l'élection présidentielle au Tchad. Après l'élection, l'économie, aujourd'hui on parle de l'éducation. L'éducation comme étant un principal défi aujourd'hui que doit relever le Tchad. Et pour en parler ce soir, trois invités. D'abord à mon extrême droite, le docteur Macky Sall, gouverneur Faisal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci. Voilà. D'entrée de jeu, on parle d'éducation. Quel est l'état des lieux que vous faites de ce secteur? Merci beaucoup. Merci une fois de plus à Vox Africa. Le système éducatif tchadien ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Il rencontre beaucoup de difficultés et nous ne parvenons pas à assurer une éducation de qualité aux jeunes tchadiens. Nous ne parvenons pas à retenir les jeunes tchadiens qui décrochent, pour ceux qui obtiennent le bac, à les retenir dans notre pays pour leur apporter la formation au niveau supérieur. Nous ne parvenons pas à traiter convenablement nos enseignants et les infrastructures même des écoles manquent cruellement. Pour vous dire que s'il faut faire un état de lieu, n'est-ce pas, du système éducatif tchadien, il ne se porte pas bien. Le système éducatif est moribond, excusez-moi l'expression. Cela mérite donc que beaucoup de choses soient faites pour que le système éducatif puisse retrouver véritablement sa place dans notre pays. La baisse de niveau est une réalité dans notre pays. La qualité de l'enseignement, de l'éducation qui est apportée à nos enfants reste à désirer. Donc autant de problèmes. Le système éducatif, il est miné, il est dangereusement miné et il mérite que des solutions, des réponses assez adéquates, précises soient apportées. Et dans le cadre de notre programme politique, le programme politique du candidat Payimi Padake Albert, nous pensons donc que l'éducation doit être érigée au rang des priorités nationales. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas donné la place qu'il faut à l'éducation. Parce que sans éducation, nous ne pouvons pas parler de développement. La base de toute chose, c'est l'éducation et la santé. Et ici, nous mettons l'accent sur l'éducation. Et nous allons ériger l'éducation au rang des priorités nationales de manière à ce que toute l'énergie de l'État soit concentrée sur l'éducation de manière à ce que notre éducation puisse retrouver sa place, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Justement, on va revenir sur les propositions que vous formulez pour améliorer ce secteur. Je me retourne vers vous, docteur Mahamat. Vous êtes membre de la coalition 2M, vous représentez ici le candidat Mahamat Idriss Déby. Le docteur Macky Sall a fait état d'une situation plutôt morose, très mauvaise en tout cas de l'éducation nationale. Quel est l'avis que vous avez là-dessus? D'abord, merci beaucoup à vous, au Vox Africa, pour cette nouvelle invitation. Je tiens aussi à remercier les frères et collègues qui sont autour de la table, M. le ministre de l'Éducation et le docteur Faisal, qui ont bien voulu discuter de ces sujets capitaux. Nous tous, on est de ce secteur. Moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans ce secteur. Le ministre donc, est le premier responsable aujourd'hui de ce secteur. Le gouverneur Faisal aussi, je le connais très bien, c'est un enseignant. Donc c'est un sujet qui, aujourd'hui, autour de cette table, on va le débattre au-delà de nos couleurs politiques pour vraiment être plus pragmatique. Les états généraux du secteur de l'éducation, suivis de tous les forums du système éducatif, ont relevé un certain nombre de défis. Et ces défis-là, ce sont des défis que le pays doit relever dans ce secteur. Essentiellement, donc, les systèmes éducatifs, quand on parle du système éducatif, ce n'est pas seulement l'école et l'université. Le système éducatif, en général, si on regarde dans notre microcosme au Tchad, ça va de la petite enfance, donc de la petite enfance, le primaire, la formation professionnelle, la jeunesse, la culture, l'enseignement supérieur. Voilà donc ces secteurs-là. Ce secteur-là a un certain nombre de défis importants. Ces défis-là sont qui méritent d'être vraiment accentués et des réponses adaptées doivent être données. Il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises dans le secteur de l'éducation ces dernières années. Essentiellement, donc, comme on parle du bilan du candidat Mahamat, donc les 3 dernières années, dans le secteur éducatif, il y a toujours eu beaucoup de ressources autour de
quand on regarde à tous les 14-15% actuellement, donc de façon effective, parce que le secteur éducatif, les 30% de fonctionnaires sont du secteur éducatif. Il y a eu beaucoup d'intégration aussi dans ce secteur. Il y a eu beaucoup de remplacements numériques aussi dans ce secteur. À l'enseignement supérieur aussi, il y en a eu pour vraiment renforcer le personnel enseignant. En plus de ça, il y a eu un certain nombre d'actions concrètes qui ont été prises pour renforcer les œuvres universitaires avec beaucoup de budget au CNU, au Centre national des œuvres universitaires. Et la question fondamentale, c'est aussi le défi du bilinguisme, c'est aussi le défi de l'adéquation entre la formation et l'emploi, c'est aussi la bourse de conditions de vie et des études des étudiants, et la question du curricula, la question aussi de la formation professionnelle. Dans tout cela, l'éducation civique et les TIC autour du système éducatif. Et donc, regardant les statistiques, on peut se permettre de dire qu'on a beaucoup de défis. Et ces défis, les candidats n'ont pas attendu ces élections-là pour commencer à donner des réponses. Mais ce qui est important de le dire, dans le programme politique, le chantier numéro 4 est consacré uniquement à rebâtir, à redynamiser le système éducatif autour de 8 académies du système éducatif. Et nous y reviendrons dessus pour donner plus de détails. Justement, nous avec des actions concrètes, et surtout, quand on parle de la priorité pour les candidats, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Les 30% du budget de l'État sera consacré désormais à l'éducation. Voilà ce que dit son programme. Je vais entendre les autres peut-être pour Très bien, je me retourne vers vous, le troisième intervenant, Dr Ndolemba Sadé. Vous êtes vice-président du Parti Les Transformateurs et ministre actuel en charge de l'éducation. Là, on est en plein dans votre problématique. Quel est donc l'état des lieux que vous faites? Eux, ils ont évoqué, d'une part, un système défaillant. Lui, il a parlé des défis à relever. Quelle est la perception qui est la vôtre? Merci Vox Africa pour l'opportunité que vous nous accordez de débattre de ce sujet. Merci à mes concitoyens qui sont là autour de la table, 3 docteurs, et je parie qu'aucun de nous a eu son doctorat au Tchad. Ceci dit tout sur le système éducatif tchadien. Nous devrions être fiers de produire nos docteurs locaux. Mais si nous qui sommes ici autour de la table sommes allés ailleurs pour cueillir ce fruit et revenir, ça veut dire qu'il y a un problème. Le Tchad d'antan produisait des hommes et des femmes qui sont devenus des chefs d'État ici au niveau de l'Afrique centrale. Mais de nos jours, nous envoyons plus des étudiants dans les pays voisins que dans nos universités. Le système éducatif tchadien n'est pas juste à redynamiser, comme il vient de le dire. Il est à refaire complètement. Je sais de quoi je parle. Notre programme politique, je crois qu'ils ont un peu chippé sur notre programme politique, parce que dès le début de notre existence, nous nous sommes dit qu'il faut un minimum de 30% du budget de l'État consacré à l'éducation nationale. Nous avons pris la tête de la primature le 1er janvier de cette année. Nous avons poussé à augmenter le budget de l'État, le budget du ministère de l'Éducation, de 19%. Mais l'impact sur le terrain n'est pas positif, puisqu'à ce jour, cette augmentation n'est même pas mise à disposition. Donc ça veut dire qu'il manque une volonté politique réelle de faire avancer. J'ai envie de dire, monsieur le ministre, vous êtes ministre, vous avez J'y arrive. La volonté politique, c'est vous qui l'implémentez. Je suis responsable du ministère de l'Éducation nationale, mais je ne suis pas responsable des finances. Je ne suis pas responsable de décaissement des fonds qui me doivent mettre à ma disposition pour faire mon travail. Et si cela manque, comment pourrais-je travailler? Pour vous dire vrai, nous n'avons que 50% des enseignants dont nous avons besoin à ce jour. Il faut doubler le nombre des enseignants. Les salles de classe, comme il venait de le dire, le niveau d'éducation est quasi nul dans ce moment dans notre pays. Il faut complètement reconstruire ce système éducatif. Parce qu'il est infesté, rempli de népotisme, et il faut vraiment l'assainir pour pouvoir avoir un système. Comme j'aime le dire, je suis de la santé. Ce qu'est l'oxygène pour l'être humain, c'est ce qu'est l'éducation pour un pays. Nous ne pouvons pas nous développer sans un système éducatif conséquent.
Et notre désir à nous, c'est d'y arriver à le faire. Mais il faut avoir tous les leviers en main pour pouvoir le faire. Mais lorsque vous êtes limité par les moyens, il serait très difficile de réaliser ces projets dont vous êtes responsable. Docteur Macky Sall, vous semblez vouloir réagir à son propos. C'est un peu amusant quand même d'écouter Monsieur le ministre dire que bon, il est à la tête du département, mais qu'il n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Il n'est pas responsable des finances, alors même que celui qui représente ici est le chef de celui qui est en charge des finances, le chef du gouvernement. Puisqu'il n'a pas démissionné, il est resté en fonction et candidat en même temps. Je suis quand même un peu gêné, n'est-ce pas, de l'écouter dire qu'ils n'ont pas les moyens, alors que c'est lui qui représente ici et le Premier ministre, chef de celui qui a les finances. Donc tout cela quand même fait sourire. Et nous amène à dire que, vraiment à constater que lorsque Monsieur le ministre parle de la volonté, mais cette volonté, je pense qu'elle manque aussi chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du sérieux finalement à tous les niveaux. Sinon, comment comprendre que nous avons j'allais dire, cette équipe qui est arrivée, qui nous fait comprendre que, bon, voilà, nous avons un bon programme, mais seulement nous n'avons pas les moyens. Pourtant, ils ont tout le pouvoir. Qui d'autre, à leur place, pourrait le faire aujourd'hui? C'est la grande question que nous interrogeons. Nous qui sommes en dehors, et lorsque nous entendons, n'est-ce pas, le chef de ce département s'exprimer de la sorte, ça nous désole. Excusez-moi le terme, ça nous désole. Donc, bref, nous pensons que le système éducatif, en plus du fait qu'il est défaillant, il faut une vraie volonté. Pas seulement de la volonté, mais il faut de la détermination dans ce truc. Il faut un leadership politique qui soit véritablement un leadership qui se mette au service de la population, mais pas un leadership de discours, de grands slogans creux pour rien. Voilà pourquoi nous, au RNDT Le Réveil, nous pensons qu'au regard de notre expérience, de l'expérience de notre candidat dans ce pays, nous allons apporter du neuf. Nous allons apporter du nouveau à notre système éducatif. Nous allons créer les conditions favorables à l'épanouissement de notre peuple sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan moral, etc. Nous créerons ces conditions-là. Et ce n'est pas difficile de créer ces conditions lorsqu'on a tous les leviers du pouvoir. Par exemple, à la tête du gouvernement, avoir un ministre de l'Éducation qui est de la même formation politique. Tout cela est absolument intéressant. Malheureusement, nous avons vu des opérations de communication, des opérations bling-bling, orchestrées par Monsieur le Premier ministre lui-même, Succès Masra. Nous avons vu les réponses qu'il fallait apporter, n'est-ce pas, à la revendication des enseignants. C'était des sacs de riz. Comment peut-on apporter des réponses sérieuses à des enseignants qui ont des revendications légitimes et profondes? On va parler de la grève, mais on les apporte des sacs de riz. On va parler justement de la grève qui a secoué le secteur éducatif. Je vais me retourner vers vous, docteur Ndolembaye. Le docteur Macky Sall, il évoque un aspect. Il dit, vous êtes ministre, le Premier ministre est le chef du ministre des Finances. C'est tout à fait illogique que vous évoquiez le manque de moyens, d'autant plus que le Premier ministre, qui est de votre formation politique, est le chef de celui qui décaisse. Oui, je pense que le confrère Macky Sall parle avec beaucoup de passion. Et il est de mon devoir de lui rappeler 2-3 choses. Son candidat était 2 fois Premier ministre au Tchad. Et les plus grandes difficultés que ce pays a rencontrées, c'était sous le leadership de son président du parti. C'est effectivement les décisions prises par M. Pahim, Patak et Albert qui a causé même les grèves que nous gérons à ce jour. Quand nous avons pris la tête de la primature, l'école était en grève pendant 2 mois. Pourquoi? Parce que son Premier ministre d'antan a imposé les 16 mesures. Et il n'a pas vu meilleur que de venir couper le salaire des enseignants. Et aujourd'hui, lui, il se permet de parler du mauvais traitement des enseignants. Et pourtant, ils sont la cause. Les 16 mesures étaient une réponse à une récession. Permettez-moi de finir. Vous aurez l'occasion de répondre. Vous aurez l'occasion de répondre. J'ai l'impression qu'il veut dire que... S'il vous plaît, vous aurez l'occasion de réagir. Il veut dire que Pahim est responsable. Pourtant, Pahim est venu proposer des solutions. Docteur Ndolembaye, malheureusement, vos propositions causent des problèmes plus tard. C'est des bombes à retardement. C'est ce qu'il faut savoir. Puisque à ce jour, les enseignants revendiquent ce que votre ministre d'antan avait décidé comme, vous l'avez dit, comme solution.
Mais ce sont des solutions qui causent des problèmes plus tard. Il est passé à 2 fois. Je pense que tout... il y a eu le pacte triennal. S'il vous plaît. Il y a eu le pacte triennal à la deuxième primature. Calmez-vous. Pour résoudre. S'il vous plaît, docteur Dolembaye, vous aurez l'occasion de réagir. Vous avez parlé avec tout le respect que je vous dois. Je me suis tué, je vous ai écouté. Le respect voudrait que vous vous taisiez et vous m'écoutez aussi. Malgré ce pacte triennal, il y a eu la grève. Posez-vous la question pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Simplement parce que votre candidat n'a pas su gérer les 2 temps qu'il a passé à la primature. Je vous rappelle tout simplement que vous n'avez pas remplacé Païmi, vous avez remplacé Saleh Kebzabo. Je vous rappelle tout simplement. L'administration est une continuité, M. Macky Sall. Hein? Retenez cela une fois pour tout et permettez-moi de finir. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Docteur, donc, finissez. Vous avez causé des problèmes majeurs que nous sommes en train de résoudre. 2 mois de grève, à la reprise, à moins d'une semaine, nous avons réouvert les cours. D'accord? Vous parlez des céréales, vous parlez des sacs de riz. Ça, ce sont juste des apports instantanés pour aider. Mais la réalité en est que nous sommes en discussion, les cours sont repris, nous préparons les examens. Vous avez eu plus de 3 ans en tant que chef du gouvernement. Quel a été votre bilan? Et vous dites que vous allez refonder l'école? Très positif. Vous étiez incapable. Très positif. Vous étiez incapable de résoudre ce problème. Docteur Dolembaye, peut-être avant de revenir vers vous, docteur Mama. Je voulais réagir face à ce que les frères en face disent. Je le disais au début que ce débat est tellement important qu'il faut peut-être l'aborder avec vraiment un angle où il faut être pragmatique. D'abord, j'aimerais réagir rapidement par rapport à l'intervention de M. le ministre, le docteur, par rapport à... Vous savez, le système éducatif, ce n'est pas le ministère de l'Éducation. Apparemment, lorsque vous avez intervenu, vous avez dit qu'il n'y a pas de doctorat made in Tchad, etc. Je vous informe qu'il y a des écoles doctorales qui ont été créées depuis 2019 et les premiers doctorants vont sortir. Je crois qu'ils l'ont déjà fait sortir, mais vont sortir cette année. Je suis informé. Autour des facultés de médecine, il y a quand même des docteurs qui sortent depuis des années et maintenant même les spécialistes. Juste une parenthèse, hein. Nous les trois ici, personne n'est sorti de ces écoles d'ici. C'est de ça que je parle en fait. Moi par exemple, j'ai fait j'ai fait toute ma carrière comme je vous ai dit à l'enseignement supérieur. Et donc, autour de l'enseignement supérieur, notre secteur est très respecté. Au CAMES, on est très bien respecté. On a fait un progrès indéniable dans les 15 dernières années. Indéniable. Pourquoi? Parce que, imaginez, en 2006, on a à peine 6 000 étudiants. Des universités. Aujourd'hui, on a 15 d'universités. C'est-à-dire le Tchad est très vaste. 7 écoles, Institut national supérieur et grandes écoles, et quelques instituts pour l'enseignement supérieur privé. Mais plus que ça, on a instauré l'assurance qualité, on a instauré la Commission nationale pour l'enseignement supérieur privé, on a les BTS nationales, les baccalauréats tchadiens est respecté, le diplôme de l'université. Par exemple, ceux qui sortent de l'université de N'Djamena, ils sont les meilleurs de la sous-région. Et donc, avec tout ce qu'on voit, la qualité y est et il y a un respect de notre système d'enseignement, particulièrement supérieur, donc, au niveau du CAMES. Et ça, vraiment, c'est indéniable. Nos produits, quand ils partent ailleurs, ils sont aussi très bons. Ça aussi, c'est vraiment des données claires que je vous les donne. C'est pour dire que ces secteurs-là avaient commencé à faire un pas. Et actuellement, donc, avant, notre objectif, c'était d'atteindre la masse critique des enseignants qui peuvent enseigner, prester, encadrer. Aujourd'hui, cet objectif-là est déjà atteint avec le projet Concofor, la formation des formateurs. La phase D du Concofor est lancée. Donc c'est pour dire, maintenant ce qu'il nous faut, il faut plus de diversification, il faut aller vers les sciences, il faut aller vers l'innovation, la recherche, aller vers les entreprises pour qu'il y ait les startups. Et c'est ça les bases de notre programme. En plus de ça, nos amis, particulièrement donc des transformateurs, bon, l'éducation c'est un thème qui est tellement intéressant et que donc ils se sont appropriés de ce thème, mais c'était que de la théorie. Parce que lorsqu'ils sont entrés au gouvernement, c'était la première revendication, je suppose, et ils ont eu un ministère plein, qui est le ministère de l'Éducation. Donc, aujourd'hui, dire que, monsieur le ministre, quand vous dites que je fais que quelques temps où je n'ai pas eu assez de moyens, il y a des dynamiques, il y a des réflexions que vous n'avez pas besoin forcément du ministère des Finances pour le faire. Donc nous le faisons. Non, je pense qu'à ce niveau-là... Nous le faisons. Vous avez vu que les cours ont repris. Dites-nous, s'il vous plaît. Non, en réalité, ici, il y a un sérieux détail.
il est arrivé que nos amis poussent un peu les syndicats pour voilà, des petits barricades, des syndicats, des étudiants, etc., pour leur lutte politique avant. Mais une fois quand il est bien des transformateurs. Oui. Ça, c'est une accusation. Ça, je l'ai dit grave. clairement. Non, c'est pas une accusation. Ça, c'est Vous en avez les preuves? Oui. Honnêtement, ça quand même, c'est pas quelque chose qui se cache. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont venus aux affaires, il y a quand même au Tchad un syndicat qui est organisé, qui est là. Ces syndicats-là, c'est une structure, c'est une plateforme, il y a une fêtière. Et donc, laisser ces syndicats aller dans une sous-section d'un syndicat, d'un lycée, négocier avec eux, se déplacer vers eux, carrément au très haut niveau, pour ne pas dire n'importe quoi. Et après, lorsque les autres, c'est-à-dire il y a quand même le pacte social est très intéressant pour la stabilité actuelle. Donc il y a un pacte social triennal, l'État fait des efforts et il y a 69 engagements pour l'État, il y a 6 engagements pour les syndicats. Sur ces 69, au dernier, lorsqu'on avait fait le pointage, il ne restait que 4. Et c'est là aussi, ce sont des petits éléments à faire. Mais du côté des syndicats, il y avait quelques soucis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'action des transformateurs vers les syndicats, en fait, ce n'était pas la plateforme, mais c'était une sous-section. Vous êtes mal informé. Très bien informé. Je reviendrai là-dessus. Je suis un ancien secrétaire général de la présidence. C'est un dossier que j'ai géré. Donc, lorsqu'on avait vu l'autre action qu'on n'avait pas, on a dit, mais écoutez, l'éducation est plus forte que ça. Ce n'est pas d'aller donner 2 heures de temps de cours dans un lycée par un ministre ou faire carrément un meeting comme ça qui va résoudre le problème du système éducatif. C'est plus profond que ça. En plus, la question des céréales et autres, donc évoquée par Faisal, je ne vais pas y revenir dessus. Franchement, cette question-là, la question de l'éducation, nous on l'a compris. Les États généraux l'ont dit. Tous les rapports des organismes qui nous accompagnent l'ont dit. Il faut aller vers un certain nombre de recommandations. Ces recommandations-là, si vous voulez, c'est mettre les TIC, encadrer, revoir les curricula, renforcer la culture civique, mettre la formation professionnelle et diversifier. Donc voilà donc un certain nombre d'actions importantes à faire et ça, il faut vraiment les réfléchir à long terme. C'est pas seulement, je suis sûr que c'est pas en 3 mois qu'ils peuvent répondre, mais au même moment, ces 3 mois-là, au lieu de faire des actions bling-bling, c'était vraiment peut-être l'occasion d'y rester et de comprendre le dispositif. Le système éducatif tchadien, c'est un système qui est relativement compliqué. Ce que vous dites, c'est qu'en 3 mois, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris du tout. Ils n'ont pas compris. Je vais me retourner vers... J'allais plutôt dire rapidement que le ministre me dit qu'il faut doubler le nombre des enseignants. Alors que nous, notre approche, tout le temps, ça a été ça. Hein. Ils disent, on n'a pas d'enseignants, on augmente. Alors qu'en N'Djamena, par exemple, dans l'académie de l'Ouest, donc de N'Djamena, il y a autour de 18 000 enseignants. Si je dis n'importe quoi, il faut me recadrer, monsieur le ministre. C'est vos statistiques. C'est 18 000 enseignants là. Il y a des lycées qui sont en surnombre, les enseignants sont en surnombre, pour la simple raison que le ministère ne veut pas prendre la responsabilité d'affecter. Et affecter, c'est un arrêté, c'est pas un décret. Cet arrêté-là, le ministère là. Il faudrait que vous réagissiez à... Oui, permettez-moi de réagir à... Il faudrait bien qu'il réagisse à ce que vous dites. Il a besoin de 6 000 enseignants, il y a 18 000. Mais vous partez à l'extrême nord. Ces derniers temps, vous parlez beaucoup du nord. Donc, au Tibesti, dans toutes les régions du Tibesti, il y a moins de 200 enseignants. Monsieur le ministre, donc, vous il suffit juste de couper ici et envoyer là-bas. Et c'est pas facile. S'il vous plaît, aujourd'hui vous êtes candidat à la présidence, sauf que le représentant du candidat Mahamat Idriss Déby estime qu'en 3 mois, vous n'avez pas compris le système éducatif et mieux, vous aurez pu régler le problème des effectifs simplement en prenant des arrêtés qui ne vous demandent pas de référer à qui que ce soit. Vous savez, notre parti est assimilé ou d'une manière vulgaire, on nous traite des partis des intellectuels. Ce qui veut dire que l'éducation pour nous est au cœur de tout. Alors après 33 ans,
le parti au pouvoir se permet de me dire... Peut-être, lui, il représente le candidat Mahamat qui n'a que 3 ans. Non, j'y arrive. Il représente le candidat Mahamat qui n'a que 3 ans. Il n'a pas 33 ans. Allons-y. Le candidat Mahamat représente un parti politique. Un parti politique qui est au pouvoir depuis 34 ans. Non, vous êtes en face de il se cache derrière un soi-disant Tchad uni, mais en réalité, c'est le même système qui continue. Ok, revenons à l'essentiel. Je suis en train d'y revenir. Vous pu prendre des arrêtés, par exemple, pour équilibrer. J'y arrive. Oui. Nous avons un système éducatif qui a été mis en place par ce système qui est complètement à refaire. D'accord? En 2 mois, nous ne pouvons résoudre ce problème-là. C'est pas 2 mois. Oui. N'oubliez pas que nous sommes entrés à une nouvelle république. Il nous a fallu 2 mois pour asseoir cette nouvelle république. Et en même temps, vous venez de dire tout à l'heure, permettez-moi de finir, j'y arrive. Plus beaucoup de temps, il faudrait élaguer rapidement, oui. Ils nous ont tiré dessus du fait que nous nous sommes approchés du 7 pour pouvoir sauver l'année scolaire. Nous étions, avant notre arrivée au gouvernement, le mois de novembre et de décembre était complètement 2 mois séchés des cours. Il fallait juste 2 semaines de plus et nous allons perdre l'année scolaire 2023-2024. Notre priorité, c'était de sauver l'année scolaire. Et s'il fallait se mettre à genoux pour que les cours reprennent, on allait le faire. On l'a fait et les cours ont repris. Nous sommes en train de sauver l'année scolaire. Il parle d'aller enseigner dans les 2 heures. Mais il le faut. Il faut rattraper ce temps perdu. C'est pourquoi ces enseignants, il est l'un de ceux-là qui parle des enseignants qui pullulent ici à N'Djamena. Vous les affectez. Ils reviennent. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons lancé un système de géolocalisation des ressources humaines, matérielles et des écoles pour pouvoir connaître à temps réel à quel enseignant est dans telle école. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous espérons que d'ici la nouvelle année scolaire qui commencera, nous saurons exactement si un professeur ou un enseignant déserte le nord pour revenir au sud et des décisions automatiques seront prises. Mais en 2 mois, ce travail ne peut pas être fait. C'est un projet qui est en cours. Nous demandons au peuple tchadien de nous donner ce quitus-là et vous verrez votre système d'éducation révolutionné de perdre les 33 ans dans le même système qui nous engraine on va revenir. Prenons d'abord une pause, le temps de clôturer cette première partie du débat et revenir sur la professionnalisation des enseignements avec un volet sur le sport et la culture. Au Tchad, ils sont 10 prétendants pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, une femme, Lydie Béa-Semda. La soixantaine entamée, cette ancienne ministre est la seule femme en lice. Elle compte bien capitaliser sur cet atout pour fédérer le vote féminin et jeune pour jouer sa partition. Il y a aussi des poids lourds de la politique tchadienne. Après 4 tentatives infructueuses, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké croit que la 5e sera la bonne, celle qui concrétisera son destin présidentiel. Également en lice, des jeunes loups qui tentent pour la première fois leur chance. Le très virulent Succès Masra, actuel Premier ministre, espère bien réaliser le succès ultime en mettant en échec l'actuel président de la transition. Justement, Mahamad Idriss Déby est de la partie. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il espère faire de cette élection une formalité qui fera de lui le prochain président de la République du Tchad. Une ambition que compte bien contrecarrer 6 autres prétendants, notamment Mansiri Lopsi Créo, Yassine Abderrahmane Sakine, Baimon Guidbaye Brice, Théophile Bongoro, Nasra Djimansar et Aladoum Djarma Balthazar. Reportage, analyse, chronique, interview, débat, vivez en immersion la présidentielle 2024 au Tchad sur Vox Africa. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de ce programme, je me retourne directement vers vous, Dr Ndolembaye. On a évoqué tout à l'heure la crise des enseignants avec la grève. Le Premier ministre a fait des annonces. À quel niveau en est les implémentations? Parce qu'il y a quelques jours encore, les enseignants ont menacé de reprendre la grève. Oui, en effet, nous avons fait des avancées majeures, puisque nous sommes sur le point où nous avons même déjà sauvé l'année scolaire. Et les enseignants continuent à revendiquer ce qui leur est dû. Et c'est normal.
Et nous travaillons avec eux pour pouvoir, dans le temps, pouvoir résoudre ce problème. Et je crois qu'ils ont compris, raison pour laquelle ils se sont remis dans les salles de classe. Et pour arriver aussi à résoudre le problème de concentration des enseignants dans les grandes villes, dont mon frère en a fait mention, oui, il serait très facile de prendre un arrêté. Je ne suis pas le Premier ministre de l'Éducation nationale. J'ai remplacé un ministre MPS qui aurait dû le faire. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Il y a eu des ministres UNDA qui étaient passés par là. Ce n'est pas un problème qui vient de surgir, c'est un problème qui existe. Et chez nous, les transformateurs, nous apportons des solutions pérennes, pas des solutions superficielles. Raison pour laquelle nous avons décidé donc de lancer ce projet de géolocalisation pour pouvoir recenser sur l'ensemble du territoire national la présence effective des professeurs avec un système incorporé des TIC dont il en fait mention pour pouvoir gérer à temps réel la présence des enseignants dans leur lieu de service. Dans notre système éducatif, il est donc inscrit que ceux qui sont dans des zones de résidence difficiles comme l'extrême nord de notre pays, ils ont droit à y enseigner pendant 2 ans et après quoi, on les amène dans des zones moins difficiles pour 4 ans. C'est ce système qui a été mis en place pour permettre d'alléger un peu les difficultés des uns et des autres. Cependant, notre système éducatif est malade depuis plus de 34 ans. Ça ne se résout pas en 2 mois, ça ne se résout pas en 3 mois. Nous avons un programme sérieux. Nous allons mettre les moyens qu'il le faut. Voilà pourquoi nous voulons briguer la magistrature suprême pour pouvoir exécuter ce programme et enfin produire des Tchadiens, des enseignants et des élèves de qualité dans notre système éducatif. Vous parlez de la production des enseignants vraiment très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. En écoutant les ministres qui pensent qu'il faut peut-être au niveau central, à N'Djamena, qu'il faut géolocaliser les enseignants, voir qui est là, etc. Je pense que, monsieur le ministre, ça ne va pas marcher. Le système éducatif tchadien est partagé en académie. Il faut, si vous voulez gérer 58 000 ou 60 000 enseignants d'un N'Djamena pour l'autre, ça ne va jamais marcher. L'idée, et c'est la démarche quand on dit redynamiser le système éducatif, c'est que tout enseignant doit être accroché à une académie. Il y a 8 dans l'espace territorial. Ces 8-là, les recteurs d'académie, associés à l'enseignement supérieur, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la culture et la petite enfance. Quand l'enseignant est affecté à cette académie, c'est un fonctionnaire local. C'est un fonctionnaire qui peut éventuellement aller dans les 2 ou 3 régions qui concernent l'académie. Et donc c'est autour de l'académie et c'est autour de l'académie la gestion des ressources humaines, leur évolution des carrières, leur affectation interne, etc. Ça se résout là-bas et leur recyclage comme leur réformation. Ça, c'est un des éléments importants que vraiment on n'est pas d'accord avec vous. Le système de géolocalisation est fait effectivement pour résoudre ce problème au niveau des académies. Mais vous voulez gérer au niveau central. Je n'ai pas dit qu'on va gérer vers les académies parce que je ne vous ai pas dit parler des académies. Pour nous, on se complète ici. Vous avez évoqué et puis il a réagi. C'est important. L'objectif de l'éducation, c'est l'emploi. Oui, l'emploi ou l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se rend compte que le taux de chômage au Tchad est élevé, comme d'ailleurs dans la plupart des pays. Est-ce qu'il ne s'oppose pas aussi maintenant au problème au niveau de l'adéquation formation-emploi? Ça, c'est vraiment une des recommandations même de forum du système éducatif passé. C'est que l'adéquation entre la formation et l'enseignement la formation et l'emploi doivent être du marché. Voilà, doivent être adaptés. Et ça, dans le programme, on y insiste beaucoup. L'idée de façon simple. Dès les primaires, déjà, il faut avoir un système d'orientation. Aujourd'hui, il n'y a aucun système d'orientation. Ça, il faut qu'on les reconnaisse. Les métiers le savent aussi. Ce système d'orientation permettra à éviter d'abord, dans un premier temps, le décrochage scolaire qui est quand même élevé dans la sous-région, le nôtre. Il y a beaucoup de jeunes qui décrochent et trop. Beaucoup de filles aussi qui abandonnent pour certaines raisons à des moments. Donc ça, une réponse particulière, nous, dans notre programme, on en parle. Deuxièmement, une fois déjà au niveau du collège, il faut essayer d'orienter les jeunes qui peuvent aller vers la formation professionnelle. Et donc il faut créer un vrai pont entre le ministère de la formation professionnelle et donc les ateliers, les centres de formation professionnelle et les lycées et les collèges. Et au niveau du supérieur, il faut commencer à professionnaliser l'enseignement supérieur. Et ce qui a déjà commencé en partie, mais il faut aller vers ça. Je pense qu'il y avait eu beaucoup de réflexions autour de cette question. Il suffit juste qu'il y ait plus de stabilité pour que les moyens y suivent et que
ça arrive. En plus de ça, il y a la maison des entrepreneuriats. Dans chaque province, donc dans le programme politique, il y aura une maison d'entrepreneuriat. Ça permettra à ce que les structures d'enseignement et de formation des provinces vont, avec les entreprises, avoir des actions concertées pour permettre à ce que les talents qui viennent vers eux font leur premier pas et permettent d'aller vers la création de leurs entreprises et éventuellement donc à commencer leur vie professionnelle. De se constituer en entreprise. Donc, voilà. Docteur Matkissam, on a évoqué là la problématique, le défi de la professionnalisation des enseignements. À votre avis, comment est-ce que vous le percevez? Oui, tout à fait. Là, à ce niveau, il y a justement un très grand défi à relever puisque aujourd'hui, nous constatons que le taux de chômage dans notre pays est très élevé, justement parce qu'il arrive par moments où des diplômés ne correspondent, les diplômes obtenus par les jeunes tchadiens ne correspondent plus, n'est-ce pas, à la demande sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a véritablement un problème, comme le docteur Bourgo l'a relevé, d'adéquation entre la formation qui est apportée à nos jeunes et ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. C'est pour cela que nous, au RNT Le Réveil, dans notre programme politique, nous entendons donc réformer ce système-là de manière à ce qu'il soit, n'est-ce pas, adapté, orienté vers la professionnalisation, comme il l'a dit, mais également introduire dans le système éducatif tchadien, par exemple, généraliser la formation des nouvelles technologies qui sont extrêmement importantes de nos jours. Et ce qui manque d'ailleurs cruellement à notre pays, et il va falloir que cela soit à tous les niveaux renforcé. Mais également, il faut doter les grandes écoles professionnelles des budgets conséquents pouvant leur permettre donc d'améliorer ce système-là, de prendre en charge, n'est-ce pas, les apprenants pour que, in fine, la formation qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, soit adaptée, soit orientée vers le marché de l'emploi. Je crois que cela est en bonne place dans notre programme politique et nous y attellerons lorsque le peuple tchadien nous donnera donc la possibilité, n'est-ce pas, de diriger ce pays pendant le mandat que nous sollicitons. Très bien, docteur Ndolembaye, ça semble faire l'unanimité. Il y a un problème. Non, je crois que nous sommes d'accord sur ce point parce que le système éducatif en ce moment produit beaucoup plus dans l'enseignement général. Et pour un pays comme le nôtre, nous avons vraiment besoin de l'enseignement technique. D'où notre projet de société dont nous avons présenté durant notre tournée et la dernière présentation qui a été faite à Pala, où nous avons planifié mettre à Pala un centre de technologie moderne pour pouvoir fabriquer, produire des outils de technologie moderne à travers des formations pratiques pour permettre à ce que ces jeunes se prennent en compte. Mais parallèlement à cela, le système gouvernemental en ce moment, depuis ces 34 dernières années, nous avons un système défaillant simplement parce que ceux qui sont qualifiés à être responsabilisés, le plus souvent, ne le sont pas. Et les nominations se font le plus souvent sur des bases de népotisme qui endorsent donc le bon fonctionnement de l'administration, ne permettant pas donc à ceux qui sont qualifiés de pouvoir produire. Donc dans l'administration, il faut que ce problème soit résolu pour que cela aussi se traduise sur le système éducatif. Parce que nous pouvons beau avoir des écoles de technologie, mais si on t'impose un directeur qui ne comprend rien de la technologie, c'est aussi un problème. Donc il faut que ce problème soit résolu d'une manière globale et non juste spécifiquement parlant. Très bien. Pour une fois, on a... La question de la gouvernance que le ministre pose, quand même, c'est une question profonde. Et j'avoue que cette question de la gouvernance, surtout dans les établissements d'enseignement et dans les établissements universitaires, c'est vraiment la question de la décentralisation qui va résoudre, monsieur le ministre. Et par exemple, quand vous dites la formation technique, oui, franchement, sans la formation technique et ça, la formation professionnelle, technique, scientifique nécessaire pour répondre vraiment aux besoins de la jeunesse. Mais, pour une fois encore, j'insiste pour dire que cette question de l'adéquation entre la formation, ce n'est pas une question nouvelle. Cette question-là, c'est une question qui doit être regardée de façon plus pragmatique. Et les réponses aussi doivent être des réponses bien adaptées au tissu économique, aux spécificités des provinces. Par exemple, si vous vous attaquez à une province minière,
il faudrait orienter l'enseignement dans ça. Donc c'est une réflexion beaucoup plus large. Oui. Bon, c'est une réflexion beaucoup plus large et c'est pourquoi donc je reviens encore dessus. Nous qui sommes ici, au-delà de nos couleurs politiques, il y a quand même cette donnée scientifique là. Dr Macky Sam. Non, en fait, je voulais réagir au propos du ministre. J'ai l'impression que vraiment, le ministre, rapidement, on a plus j'ai l'impression que le ministre est resté dans la critique un peu comme ils étaient dans l'opposition radicale, la critique pour critiquer, alors même qu'ils ont déjà le pouvoir. Donc, moi, je souhaiterais une audition sélective. Non, pas du tout, pas du tout. Lorsque Monsieur le ministre critique le système, c'est bien beau, mais eux, quand ils sont arrivés, je ne vois pas fondamentalement la différence qu'ils ont apportée. Ils ont reproduit en quelque sorte le même système. Le système de recrutement, par exemple. Allez-y voir à la primature ce qui s'est passé. Lorsque le Premier ministre, Succès Masra, arrive, il nettoie tout le monde. Il balaie à plus de 90% tout le personnel qui était là. Est-ce que c'est cela réformer un système? Moi, je ne pense pas. Et tout ce qu'il a balayé, cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas des compétents. Il y avait des cadres sérieux parmi ceux-là. Ils ont fait un recrutement, basé. On va peut-être revenir, juste on n'a peut-être plus le temps d'en parler. Parlons maintenant de sport et de culture, notamment commençons par le football. Jamais une équipe tchadienne, les SAO, n'ont été qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations. Je commence avec vous, Dr Macky Sam. Qu'est-ce que cela? Oui, ça ne marche pas aussi dans le football. Notre système sportif, il est également grippé. Donc ça ne fonctionne pas très bien parce que justement, il y a la corruption aussi qui entoure également un peu ce système sportif, les affinités qui tuent ce système. Sinon, il n'y a pas de raison que les jeunes Tchadiens, n'est-ce pas, ne puissent pas compétir à l'international au même titre que leurs frères africains. Les moyens qui sont mis à la disposition, parce qu'effectivement, l'État tchadien a toujours mis des moyens à disposition pour développer ce secteur-là. Pourquoi il ne se développe pas? Il y a un problème au sein, n'est-ce pas, de ce système. Il y a un problème de corruption qui gangrène ce système qu'il va falloir s'attaquer. Voilà pourquoi nous le disons depuis hier sur ce plateau ici, que la corruption fera l'objet de notre cheval de bataille au RNT Le Réveil, parce qu'à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux, il faut combattre avec vigueur la corruption pour permettre à notre pays, n'est-ce pas, de sortir un tout petit peu des situations dans lesquelles il est empêtré depuis des décennies. Donc nous pensons que le système éducatif, pour le réformer, merci beaucoup, le système sportif. Oui, ça va ensemble, bien évidemment, le système sportif, pour être plus précis, pour le réformer, il va falloir s'attaquer, n'est-ce pas, à cette question de la corruption, mais il faut y mettre davantage de moyens. Créer les cadres pour pouvoir permettre aux jeunes tchadiens de développer leur talent, créer des écoles, n'est-ce pas, de formation de football, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas des écoles de football dans notre pays. Contrairement à d'autres pays en Afrique. Il faut créer ces cadres-là pour permettre aux jeunes de développer leur talent et il faut y également mettre les moyens afin que notre sport puisse rayonner. Dieu merci, récemment nous avons pu quand même gagner n'est-ce pas, quelques matchs. Et c'est très intéressant, c'est très encourageant. Nous pensons que... Les SAO pourraient peut-être se qualifier. Oui, c'est tout notre souhait dans tous les cas. C'est notre souhait. Oui. Docteur je pense que je partage certains points du frère Macky Sam parlant des moyens. Mais en même temps, le sport, le football tchadien a les moyens. C'est la gestion de ces moyens qui cause un problème. Vous avez suivi un peu l'élection de la présidence du président de la fédération qui, jusqu'à ce jour, est en essence à cause d'une guerre de positionnement. Et pour vous dire aussi, dans l'histoire de notre pays, peut-être, c'est pour la première fois qu'un Premier ministre reçoit les joueurs, les encourage afin qu'ils puissent aller au combat. On doit être derrière nos combattants, que ce soit l'armée, que ce soit le football, que ce soit le basketball, du plus haut sommet. Si nous leur apportons ces considérations, ça donne une force de plus pour les permettre d'aller combattre. Et nous en avons vécu l'expérience avec ces 2 victoires. Donc, en dehors des moyens, en dehors de la lutte contre la corruption, il faut aussi un engagement politique. Il faut que l'homme politique que nous sommes, soyons au-devant d'eux pour leur dire, écoutez, nous sommes avec vous, nous allons vous écouter, nous allons faire ce que nous pouvons. Il est beau d'en parler ici sur des chaînes télévisées, mais si nous ne sommes pas en contact direct avec eux, comment serons-nous réellement leurs problèmes pour pouvoir les résoudre? Et c'est ce que les transformateurs comptent faire, et d'ailleurs ils ont commencé à le faire, d'où les résultats des 2 victoires.
Docteur Mahamat. Les résultats des 2 victoires, ce n'est pas les résultats des transformateurs, c'est vraiment les résultats de ces jeunes qui ont mouillé les maillots. C'est vraiment important. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Non, c'est important. Parce que quand même, il faut le dire. Et je peux commencer par cette note positive. Les SAO vont se qualifier. Ça, je vous le dis, ils vont se qualifier. On est dans une dynamique. Et nous, dans cette dynamique-là, on a vu venir. Les SAO vont se qualifier et on va y aller. Mais de façon globale, le sport. En fait, le sport, d'abord, c'est les fédérations qui gèrent le sport essentiellement. Il y a un ministère qui met les ressources sur la politique de sport. Le ministère met aussi à disposition les infrastructures. Effectivement, ces infrastructures, ce sont les fédérations. Ces fédérations-là ne sont pas vraiment les fédérations qui sont désignées par les ministères ou autres. C'est des fédérations avec leurs membres, avec leurs textes propres qui s'organisent. Par exemple, le ministre vient de parler de la question de l'élection du président de la fédération tchadienne de football qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de bousculades. Mais je ne pense pas que c'est à l'actif ou à l'avantage ou à l'actif d'un système politique ou autre. C'était des personnalités qui se retrouvaient pour leurs raisons propres. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et donc, je pense que ça, quand même, au niveau de la primature, il y avait eu beaucoup d'actions. On attendait la fin aussi. Donc, dire que cette action-là, ce n'est pas des bonnes actions. Et ce n'est pas ni dans l'avantage ou dans l'inconvénient je veux dire, il faut que ça marche. Deuxièmement, pour que ce sport marche, il faut avoir des pépinières. Ces pépinières-là, on les aura où? C'est de là où il faut comprendre le système éducatif dans son ensemble. Lorsque autour des académies, il y a aussi la jeunesse. Quand on parle du système éducatif, il y a la jeunesse et le sport dedans. Et les centres de formation, les écoles de foot et autres devraient être décentralisés. Et donc, c'est des fériques, des villages et autres qu'on repère, nos athlètes, nos jeunes en œuvre, et on les repère. Et après, c'est aussi le championnat national qui va essayer aussi d'identifier. Et après, c'est tout cela qui concourt à ce que ce soit une équipe vraiment nationale. Voilà, actuellement, dans notre programme, on dit qu'il faut redynamiser le système éducatif dans son ensemble, mettre beaucoup de ressources sur la promotion des sports et des loisirs. Et ces sports-là, lorsqu'on souhaite les promouvoir, il faut les promouvoir sans couleur. Bien sûr. Donc, il faut chercher juste les talents. Je reste avec vous justement pour parler toujours peut-être d'un autre volet qui est associé au sport, la culture. La culture tchadienne aujourd'hui, on ne la ressent pas au niveau africain. Par exemple, le rayonnement, le ballet national, qu'est-ce qu'ils en disent? Les chantiers 12 parlent exclusivement de la culture, de la promotion de la culture tchadienne, de promotion touristique et surtout de l'implication de ces hommes et femmes dans le développement du pays. Moi, par exemple, je viens d'un collectif, donc je suis du collectif DESEM, mais une grosse partie du collectif DESEM est constituée des artistes et des artisans. Des personnalités qui ne sont pas forcément politiques, mais ils se sont dit marchons avec Mahamat parce que dans les 10 qui se retrouvent actuellement, c'est ceux-là. Et pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'il y a un projet, il y a un chantier exclusif à eux. Au-delà de petites actions de ça et là qu'on écoute, il y a un projet réfléchi par rapport à la culture. Et vous savez, le pays, c'est un pays très spécifique. C'est un pays des montagnes, des savanes, c'est un pays aussi des déserts, c'est un pays des lacs, d'oasis, c'est un pays aussi qui recouvre une grosse diversité. Certains de nos amis qui ont parcouru 3 ou 4 régions, ils disent que le Tchad est beau. C'est ça, non? Mais c'est plus beau que ça. Vous l'interpellez, moi je l'interpelle également. J'ai dit clairement qu'on a un beau pays ensemble. Et ce beau pays a besoin d'être respecté ailleurs, vu que les touristes viennent, qu'ils rayonnent. Et ça va que passer par sa jeunesse, ça va que passer par ses artistes. Et les candidats numéro 1 disent cela. Il dit les artistes, les artisans, les Tchad est beau, valorisez-les. Amenez-les loin. Docteur Macky Sam, selon vous, à quel niveau en est le développement, le rayonnement de la culture au Tchad? Au plus bas niveau. La culture, elle ne peut pas rayonner si on n'y met pas des moyens.
Vous voyez, lorsqu'on parle de la culture, on parle du rayonnement de notre culture, on parle des danses traditionnelles, on pense à nos artistes, etc. Or, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain, dans la réalité, c'est que ces artistes, ces danses traditionnelles, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de se développer. Parce que tout cela, il faut des moyens. Et on n'y met véritablement pas de moyens. Pour nous avons beaucoup de danses. Vous avez parlé du ballet. Nous avons le gourna qui est là. Nous avons beaucoup d'autres danses traditionnelles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y en a tellement. Mais seulement on n'y met pas les moyens pour qu'ils puissent se développer. On n'y met pas les moyens. On n'encourage pas nos artistes. Le Tchad regorge de talents. Nous avons des grands artistes. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de se développer. Ils n'ont pas de cadres appropriés, adaptés pour leur permettre, n'est-ce pas, de mettre en valeur leur talent, de valoriser, n'est-ce pas, notre culture. C'est là où le bas blesse. C'est pourquoi nous entendons, si nous sommes élus le 6 mai prochain, le candidat Pahimi Padaké Albert dans son programme, redonner à la culture toute sa place, donner les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Culture les moyens qu'il faut et avec un suivi, parce que ces moyens doivent, n'est-ce pas, doivent atteindre la cible. Donc les danses traditionnelles, les artistes, etc., on va créer des cadres leur permettant, n'est-ce pas, de développer leur talent, de s'épanouir et de représenter notre pays valablement, de rayonner à l'international, sur l'échiquier national, sur l'échiquier continental et international. Docteur Doulembaye? Oui, en ce qui concerne la culture, nous, au niveau de notre parti, au niveau de notre programme politique, c'est un des projets dont nous tenons à cœur, simplement parce que depuis la proclamation de la République du Tchad, notre culture a été négligée. Il faut se le dire. Rendez-vous un peu à la Maison de la Culture. Nous avons eu des moyens pour pouvoir redonner vie à la culture tchadienne, mais cela n'a pas été le cas. Et partout où nous passons, durant nos campagnes, nous ne cessons de valoriser cette culture, par exemple en dansant le gourna et en disant à nos artistes et à nos artisans que nous allons créer un cadre pour qu'ils soient reconnus par l'État. Parce que le plus souvent, ils sont dans l'informel. Et ça n'arrange aucune personne, que ce soit l'État ou eux-mêmes. Nous allons les organiser afin qu'ils soient reconnus par l'État et en même temps créer des centres, par exemple, de visite de sites touristiques. Ça fait partie de notre culture. Nous avons, par exemple, le Gong de Léré, le Mbang de Bédaya, le Wang Doré de Fianga. Ce sont des sites que nous pouvons valoriser. Et si je remonte vers le nord, nous avons des wadis, nous avons des montagnes. Nous pouvons bien transformer le nord du Tchad en Dubaï du Tchad. Pourquoi pas? Et pour tout cela, c'est la vision de notre candidat, le docteur Assionga Massa Succès, de rendre la culture tchadienne au top des tops pour pouvoir vraiment attirer. Parce que le tourisme peut être une grande source de revenus pour notre nation. Nous l'avons négligé depuis plus de 60 ans. Il est temps de mettre fin à tout cela. Et pour y arriver, nous attendons le peuple tchadien le 6 mai pour nous donner le cutus pour les 5 prochaines années. Et nous vous promettons que la vie sera belle. Voilà, pour une fois, et on en arrive là à la fin, on est d'accord sur le diagnostic établi ainsi que les différentes étapes à suivre pour développer ces différents secteurs. C'est ici qu'arrive le thème de cette édition. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir suivis. Restez sur Vox Africa. Au Tchad, ils sont 10 prétendants pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, une femme, Lydie Béa-Semda. La soixantaine entamée, cette ancienne ministre est la seule femme en lice. Elle compte bien capitaliser sur cet atout pour fédérer le vote féminin et jeune pour jouer sa partition. Il y a aussi des poids lourds de la politique tchadienne. Après 4 tentatives infructueuses, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké croit que la 5e sera la bonne, celle qui concrétisera son destin présidentiel. Également en lice, des jeunes loups qui tentent pour la première fois leur chance. Le très virulent Succès Masra, actuel Premier ministre, espère bien réaliser le succès ultime en mettant en échec l'actuel président de la transition. Justement, Mahamad Idriss Déby est de la partie. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024.
Il espère faire de cette élection une formalité qui fera de lui le prochain président de la République du Tchad. Une ambition que compte bien contrecarrer 6 autres prétendants, notamment Mansiri Lopsi Créo, Yassine Abderrahmane Sakine, Baimon Guidbaye Brice, Théophile Bongoro, Nasra Djimansar et Aladoum Djarma Balthazar. Reportage, analyse, chronique, interview, débat, vivez en immersion la présidentielle 2024 au Tchad sur Vox Africa. Si j'étais un président, je vais d'abord commencer par intégrer les diplômés sans emploi parce qu'on ne forme pas les diplômés pour qu'ils soient des clandomans ou bien des sireurs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, élargir aussi les cercles sanitaires parce que le Tchad en réalité est en dernière position de tous les pays africains d'ailleurs en matière de la prise en charge sanitaire. Donc ces projets sont des projets très importants pour que le président songe à ce qu'il va faire pour ce mandat. Mais si je suis président, je vais commencer d'abord par l'intégration à la fonction publique. Si j'étais président, je réglerais le problème de la jeunesse en créant des emplois aux jeunes, satisfaire les jeunes au maxi. Il y a trop de chômeurs au Tchad. Nous sommes 100 quelques chômeurs, plus de diplômés. Penser à la question de la santé, surtout en créant les emplois pour les jeunes. Si j'étais président, je devrais être pour la jeunesse. Comprendre, être avec eux, de savoir ce qui ne va pas. Créer des entreprises où les étudiants doivent avoir des emplois pour s'en sortir en attendant. Revoir ce côté, tout cela. C'est ce point de vue que le gouvernement doit rester focus. Et ne pas faire le zouave de dire, de donner sa parole, que tout va changer et puis après retomber dans ce même bain à qui ils se baignent tous dedans. Si j'étais président, ce que je ferais premièrement pour la population, d'abord je dois assurer, n'est-ce pas, la sécurité. Et en plus de cela, je vais aussi, n'est-ce pas, réduire les prix d'alimentation pour la population, ainsi que je vais employer, n'est-ce pas, les jeunes qui sont en chômage dans les quartiers, qui n'arrivent même pas à trouver, n'est-ce pas, le boulot à faire pour satisfaire leurs besoins actuels. Si je suis président aujourd'hui ou demain, le problème conflit agriculteur n'aura pas lieu. Les fonctionnaires de l'État seront payés. Il n'y aura pas les tueries dans les quartiers. On arrache les motos des personnes. Dans la maison, les voleurs nous attaquent. Si j'étais président, tout ça, je les envoyerais à Korotoro pour qu'ils subissent leur peine.